L'une des applications très importantes de la génétique en médecine, et plus précisément en médecine personnalisée, est un domaine appelé pharmacogénétique. La question est donc comment les médicaments agissent-ils dans mon corps en particulier et quel type d'effets secondaires puis-je attendre? Et comment puis-je prévenir les effets secondaires et améliorer le traitement? C'est donc un sujet très populaire, de plus en plus de cliniciens commencent à s'y intéresser. Et cela met en lumière quelque chose que nous aurions dû faire depuis bien plus longtemps déjà. Il est donc vraiment temps que nous commencions à l'adopter. La pharmacogénétique dans la pratique clinique. Un exemple qui met en évidence l'importance de la pharmacogénétique est cette histoire dont je parle dans mon livre. En 2005, aux États-Unis, une femme a accouché d'un bébé dans un hôpital et tout s'est bien passé. Le bébé était en bonne santé, la mère aussi. Elle a reçu des antidouleurs pour les blessures liées à l'accouchement, mais tout allait bien. Elle a commencé à allaiter, le bébé grandissait bien, donc tout allait bien. Mais au 7e jour, les médecins se sont rendus compte que le bébé devenait léthargique. Donc une leçon énergique. Le 12e jour, la peau du bébé a commencé à changer de couleur et le 13e jour, le bébé est décédé. C'était donc très tragique, car un bébé en parfaite santé s'est rapidement détérioré puis a eu une issue fatale. Les médecins se sont donc demandé quelle était la raison, pourquoi ce bébé est-il mort si rapidement. Ils ont pratiqué une autopsie et ont découvert que le bébé était mort d'une overdose de morphine. Et cela était très étrange, car ni le bébé ni la mère n'avaient été traités avec de la morphine. Le seul indice qu'ils avaient était que la mère utilisait un antidouleur complètement différent appelé codéine pour les blessures qu'elle avait. Et donc, pour comprendre ce qui s'est passé ici, nous allons devoir plonger un peu dans le domaine de la pharmacogénétique. Nous allons donc revenir à cette histoire. Maintenant, les effets secondaires des médicaments sont un problème bien plus important que vous ne le pensez. En général, un médicament ne fonctionne que chez 60% des gens. Pour certains, il est inefficace et d'autres subissent des effets secondaires. C'est donc aléatoire. Et parmi les personnes hospitalisées, 1 sur 250 meurt à cause des effets secondaires des médicaments et non à cause de la maladie ou du problème pour lequel elles sont là à l'origine. La raison pour laquelle elles sont là au départ. C'est donc un problème assez important. Au total, les effets secondaires sont la 6e cause de décès en Occident, juste après le diabète. C'est un problème majeur dont on n'a pas conscience. Et c'est triste parce que nous avons tellement d'informations, nous pourrions vraiment résoudre beaucoup de ces problèmes simplement en ayant la bonne information génétique. Nous allons donc plonger dans 4 niveaux de complexité en pharmacogénétique. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en biologie pour suivre. Nous allons donc commencer par un niveau très simple, le niveau 1, et le principe est que les gènes décomposent les médicaments. Donc, si je prends un médicament et qu'il arrive dans mon sang, atteint ma circulation sanguine, il se répand dans tout le corps via mon sang, puis il produit cet effet, quel qu'il soit. Mais notre corps ne connaît pas cette substance chimique étrange que nous avons développée à l'ère industrielle. Donc, d'un point de vue de l'âge de pierre, c'est une substance chimique étrange, une toxine qui n'est pas censée être là. Et donc, nous avons des gènes qui reconnaissent ces substances chimiques et qui disent « D'accord, cela n'est pas censé être ici ». Et donc, ils décomposent la substance chimique et la neutralisent. En la modifiant, en la changeant chimiquement, ils la ciblent pour que les reins ou le foie puissent ensuite l'éliminer de la circulation sanguine. C'est donc l'un des processus. Le gène la cible pour l'élimination. Et c'est ainsi que nous nous débarrassons à nouveau de cette substance dans notre corps. Donc, si vous prenez un médicament, sa concentration augmente dans votre sang, puis le corps dit « D'accord, cela n'est pas censé être là » et il commence à l'éliminer à nouveau. Et vous pouvez le voir ici, cette zone verte représente le taux sanguin efficace. C'est là où vous voulez être si le médicament doit agir. Vous avez besoin d'une certaine quantité, donc vous êtes dans la plage efficace pendant un certain temps, puis il est à nouveau éliminé. C'est un peu comme l'alcool. Si vous buvez de l'alcool, sa concentration augmente dans votre sang, puis le corps dit que cela n'est pas censé être là et vous redevenez sobre. C'est donc ce que nous espérons. C'est ce qui se passe si vous prenez un médicament. Certains médicaments, bien sûr, doivent agir à long terme, comme les anticoagulants, etc., pas seulement à court terme. Donc, vous prenez simplement un comprimé chaque jour. Ainsi, vous êtes toujours dans la plage de concentration de principes actifs. C'est toujours bien. Maintenant, la génétique entre en jeu et dit « D'accord, nous n'avons pas tous d'aussi bons gènes.
Alors, que se passe-t-il si ces gènes ne fonctionnent pas comme nous le souhaitons? Le médicament arrive à nouveau, mais cette fois, le gène ne fait pas son travail et ne le reconnaît pas. Donc il reste dans le corps, il n'est pas modifié, il n'est pas éliminé. Et il reste simplement là. Et en général, ce n'est pas un problème si vous le prenez une fois, mais ensuite vous le prenez encore, et alors il commence à s'accumuler. Donc, au lieu de cela, voici ce qui se passe. À chaque prise, la quantité augmente. Et à un certain moment, vous allez atteindre une toxicité sévère parce que vous avez trop de médicaments dans votre circulation sanguine et cela vous empoisonne. Passons donc au deuxième niveau de complexité. Et c'est qu'il n'y a pas qu'un seul gène qui décompose tous les médicaments. Il existe de très nombreux gènes qui décomposent différents médicaments. Ils ont donc tous des noms bizarres. Par exemple, un A2, c'est CP1A2, 2C9, 2C19 et ainsi de suite. Et ce sont tous des gènes connus pour décomposer certains médicaments. Et nous savons quels médicaments sont décomposés par quel gène. Par exemple, le médicament Tacrine est décomposé par le gène 1A2. Le glimépiride, un médicament contre le diabète, par le gène 2C9. La codéine, dont nous parlerons plus tard, est liée au gène 2D6 et le Viagra pour les hommes au gène 3A4. Ainsi, différents médicaments sont décomposés par différents gènes. Nous pouvons maintenant vérifier si ces gènes fonctionnent comme ils le devraient. Par exemple, si ce gène est défaillant, nous savons que nous avons un problème avec ce médicament complètement indépendamment de tous les autres. Les autres ne posent pas de problème, c'est uniquement celui-ci et tous les autres qui sont décomposés par ce gène. Ainsi, si le gène 2D6 ne fonctionne pas, nous avons un problème avec la codéine, mais pas avec les autres. Donc, selon le gène qui est défaillant, cela a un effet différent. Donc, un niveau de complexité supplémentaire est que les gènes ne fonctionnent pas simplement ou ne fonctionnent pas, ils peuvent avoir différents niveaux d'activité. Et cela est assez intéressant. Donc, si nous prenons un médicament et que nous le décomposons avec le gène 2D6, maintenant, pour celui-ci, nous avons généralement deux copies, une du père et une de la mère. C'est vrai pour pratiquement tous les gènes. Il y a quelques exceptions, mais pour la plupart, nous avons deux copies, une de la mère et une du père. Donc, si les deux fonctionnent comme nous le souhaitons, deux bons gènes, le médicament est décomposé et éliminé. Et cela se fait à la vitesse normale à laquelle on s'attendrait. C'est ce que le médecin espère qu'il se passe chez vous lorsqu'il vous prescrit un médicament. Et nous appelons cela un métaboliseur extensif. Cela représente 77% de la population. Donc, 77% des gens décomposent ce médicament via ce gène de manière normale. Chez certaines personnes, l'un des deux gènes n'est pas fonctionnel. Je suis, par exemple, exactement dans ce cas, donc je n'ai qu'une seule copie fonctionnelle. L'un d'eux est défectueux, venant de mon père ou de ma mère. Et le médicament est décomposé 2 fois moins vite parce que 2 fois moins de travailleurs font le même travail. Nous appelons donc cela un métaboliseur intermédiaire. Et cela représente 11% de la population, moi y compris. Ensuite, il y a le cas où les deux gènes ne fonctionnent pas et donc pratiquement aucune conversion du médicament n'a lieu. Il doit donc être éliminé d'une autre manière. On les appelle métaboliseurs lents. Cela représente 10%, soit un individu sur 10. Viennent ensuite les métaboliseurs ultra rapides. Leurs gènes sont trop efficaces. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le médicament est immédiatement converti et dégradé. Nous le décomposons donc beaucoup trop ou bien plus rapidement que ce qui devrait être fait, et cela concerne 2% de la population. C'est donc intéressant, car qu'est-ce que cela signifie maintenant pour la bonne dose de mon médicament, de ce médicament, selon le type génétique que je pourrais avoir? Et donc, par exemple, si nous prenons le médicament et qu'il est décomposé de manière normale, comme mon médecin l'espère, je devrais prendre la dose normale. Il vaut toujours la peine d'y penser aussi en termes d'alcool. Donc, si je redeviens sobre dans un délai normal, je peux boire une quantité normale d'alcool. Dans des cas comme le mien, où l'un des deux gènes ne fonctionne pas, la dégradation ne se fait qu'à moitié aussi vite. Donc, cette personne ne redevient sobre qu'à moitié aussi vite. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On ne peut boire que la moitié, mais pour le même effet. Certaines personnes qui ne redeviennent jamais sobres ne devraient pas boire du tout. Il devrait y avoir... Donc, certaines personnes qui ne redeviennent jamais sobres ne devraient pas boire du tout. Et les personnes qui redeviennent sobres 2 fois plus vite peuvent en fait boire 2 fois plus. C'est donc une très bonne façon de voir les choses. Donc, dose normale, demi-dose, s'il vous plaît, médicaments différents ou double dose, tout dépend du statut de ce seul gène pour le même médicament.
C'est donc très, très intéressant. Vous pouvez voir que c'est assez courant. Donc, cela concerne beaucoup d'entre nous. Voici donc le dernier niveau de complexité. Et ensuite, je vous promets, nous aurons terminé. Certains médicaments doivent d'abord être convertis par un gène pour produire un effet. On les appelle des promédicaments. Et l'un de ces médicaments s'appelle la codéine. Celui que la mère, la femme enceinte, prenait est un antidouleur. Un autre est le tamoxifène, que beaucoup de femmes ayant eu un cancer du sein prennent généralement pour prévenir une récidive. Il existe donc de nombreux médicaments qui n'ont aucun effet, mais qui, grâce à la conversion par le gène, deviennent une substance active, laquelle est ensuite dégradée plus tard. La codéine est donc un tel promédicament. Aucun effet dans le corps, mais grâce à sa conversion par le gène 2D6, elle devient la forme active et c'est, voyez, la morphine. Et la morphine est un antidouleur. Voilà, ensuite elle est encore dégradée. Alors, que se passe-t-il? Vous prenez de la codéine et vous la prenez pendant plusieurs heures. Le corps la convertit en morphine. Vous ressentez l'effet antidouleur, puis la morphine est éliminée et vous revenez à la normale. Voilà ce qui se passe ici. Que se passe-t-il si moi, en tant que métaboliseur intermédiaire, je prends de la codéine? La codéine n'est convertie que lentement, seulement à moitié aussi vite, en morphine. Nous n'avons donc qu'une action très faible. L'effet du médicament est donc beaucoup plus long. Il dure plus longtemps parce que cela prend plus de temps, mais l'effet est bien plus faible que chez d'autres personnes. Ensuite, 10% de la population sont de mauvais métaboliseurs, incapables de l'activer. Parfois, on leur prescrit ce médicament contre la douleur, puis ils rentrent chez eux et ne dorment pas de la nuit après une opération. Et ils reviennent en disant « J'ai besoin d'un autre antidouleur, je ne peux pas supporter ça ». Et nous aurions su que cela ne pouvait pas fonctionner parce qu'il n'a pas les bons gènes pour l'activer. Et puis, il y a les cas curieux où la codéine, à cause d'un métabolisme ultra rapide, est convertie en morphine d'un seul coup. Il y a donc un énorme pic de morphine d'un seul coup, action très brève, mais pic très élevé dans le sang. Donc, le statut active ce médicament en quantité différente. Et maintenant, revenons à cette femme. Le bébé est décédé d'une overdose de morphine et la mère avait été traitée avec de la codéine. Et donc, le médecin a dit « D'accord, il pense à savoir ce qui s'est passé. » Ils ont fait un test sur le lait maternel qui était encore stocké dans le réfrigérateur et ils ont trouvé de grandes quantités de morphine dans le lait maternel. Ils ont donc fait un test ADN de la femme et ils ont découvert qu'elle était une métaboliseuse extensive. Je veux dire, elle prenait de la codéine, elle a immédiatement été convertie en morphine, ce qui a provoqué un pic énorme dans le lait maternel. Le bébé a alors bu le lait maternel et a été lentement empoisonné à mort par la morphine. Et donc, vous pouvez voir que la différence entre, si on revient en arrière, la différence entre une action normale, une action faible, aucune action et une overdose mortelle. Dans ce cas, c'est simplement le statut de ce seul gène. Donc, nous réagissons tous très différemment à la façon dont certains médicaments nous affectent, lesquels nous devrions prendre et lesquels nous devrions éviter, à tout prix. Ainsi, pour prendre tout cela en compte, nous réalisons une analyse très complète. Plus de 500 gènes différents sont impliqués dans ce processus. Et vous le découvrirez. Pour chaque gène, s'il s'agit d'un métaboliseur normal, intermédiaire ou faible, et ainsi de suite, ainsi que tous les autres gènes qui jouent un rôle. Et c'est un test vraiment très complet. Donc, nous testons tout cela en une seule fois. Ensuite, nous établissons une liste de 2500 médicaments différents. Différents principes actifs, pas des noms de marque, des principes actifs. Donc, pratiquement tous ceux qui sont sur le marché, et ils sont classés par ordre alphabétique. Il y a donc 250 pages. Vous n'aurez qu'à chercher les médicaments que vous pourriez vouloir prendre, puis vous pourrez trouver l'information. Et vous pourriez voir qu'il est indiqué qu'Abacavir est normal. Vous pouvez l'utiliser normalement ou bien il y a un avertissement. Et ensuite, il y a une page qui vous explique exactement ce que vous devez faire et fait mention de la prudence. Ce sont donc les 3 niveaux que nous avons. Juste pour vous donner pour vous donner une idée de ce que nous faisons ici, il existe des institutions scientifiques qui donnent des recommandations sur la façon dont les médecins devraient utiliser la génétique pour le choix ou le dosage des médicaments. Et actuellement, il y a environ 150 médicaments qui disposent de telles recommandations. Si vous avez ce défaut génétique, réduisez la dose à 5 mg par jour ou quelque chose dans ce genre. Mais ce sont là les recommandations. Ceci est la recommandation clinique, c'est ce que nous dirions
Cela correspond à 4 niveaux. C'est un niveau scientifique très élevé. Le niveau suivant est l'étiquette du médicament. Cela correspond à 3 points. Cela signifie la FDA. L'étiquette indique qu'avec ce défaut génétique, il faut prendre seulement une demi-dose. Mais c'est un niveau vraiment élevé. Ensuite, il y a la mention « revue médicalement ». De nombreuses études ont été revues par des experts. Ils ont conclu que selon nos données, si vous avez ce défaut génétique, réduisez la dose de ce médicament. Donc, cela n'a pas encore tout à fait été intégré dans les recommandations car celles-ci prennent toujours quelques années de retard. Donc, cela devrait bientôt figurer dans les recommandations. Et le dernier niveau concerne les études scientifiques. Ainsi, des études individuelles ont montré qu'un certain défaut génétique interagit avec un médicament. Voilà donc tous les différents niveaux que nous proposons et nous les évaluons tous sur cette base. Certains autres fournisseurs ou certains cliniciens pourraient à juste titre dire « Je veux seulement connaître les recommandations car c'est clair. Je veux ignorer le reste, ça me va ». Nous pensons qu'il est bon de tout connaître et le médecin pourra alors vérifier le médicament que vous êtes sur le point de recevoir. Et vous pouvez voir, d'accord, cet antibiotique va fonctionner pour vous ou alors utilisons-en un autre. C'est particulièrement important en psychiatrie car certains antidépresseurs mettent des semaines avant d'agir réellement. Et grâce à un test génétique, nous pourrions déjà vous dire que cela ne fonctionnera pas chez vous parce que vous ne pouvez pas l'activer. Et surtout, si vous êtes suicidaire, il est très important que ce médicament agisse rapidement. C'est donc vraiment important d'avoir cette information au début du traitement. Et comme l'analyse prend quelques jours, cela signifie que vous devez avoir toute l'analyse effectuée avant de recevoir le nouveau médicament. Parce qu'ensuite, vous pouvez simplement vérifier. Donc, c'est toujours une bonne chose d'avoir ce rapport disponible lorsque vous recevez un nouveau médicament de la part de votre médecin.